Dis bonjour à tous et vous dire Ah, qu'on est ravis de vous retrouver. La thématique de la préparation à la gestion des crises sanitaires. Nous avons choisi ce thème évidemment par rapport à l'actualité. C'est pour ceux qui s'en souviennent, santé en 2000, il y a 5 ans, en 2016, lors du lancement de cette commission santé, puisque la commission santé a maintenant 5 ans, la commission santé du CIAN. Et donc, on se retrouve sur ce sujet pour aujourd'hui pour voir justement avoir un certain nombre de retours d'expérience à la fois du secteur privé, mais aussi d'une ONG. Alors, on a avec nous pour donc les thèmes de la surveillance épidémiologique, du renforcement des services de laboratoire et des réponses qu'apporte le secteur privé sur le continent avec Stéphane Carré, qui va se présenter. Donc, il va d'abord, on va discuter de ce que fait son groupe Cerba Lancet Africa. Nous aurons un retour d'expérience du groupe Orange avec Mariana Guez, que vous connaissez, de Gilles Ziga et de Pascal Foulachon. Tous trois, donc en trio, vont nous faire un retour d'expérience sur à la fois retour d'expérience, mais également bonne pratique du groupe Orange dans la gestion de crise sanitaire. Ils étaient déjà venus, pour ceux qui participent, les assidus de la commission santé, pour nous faire ce retour d'expérience sur Ebola. Et là, nous allons voir un petit peu comment les choses, comment l'expérience acquise a permis aussi de gérer cette crise du Covid. Enfin, nous avons invité Guillaume Leduc, directeur développement de l'ONG Alima, qui a une ONG qui a une excellente réputation, peut-être pas très connue, mais c'est l'occasion pour nous, et nous sommes ravis d'accueillir Guillaume pour qui nous fera un retour aussi sur ce que fait Alima dans les pays où ils interviennent sur le continent. Alors, moi, je vais aller assez rapidement avant de commencer le sujet. De ces crises, de ces risques sanitaires aujourd'hui qui évoluent évidemment. Hein. Donc, on va voir aujourd'hui quels sont les sujets de préoccupation au niveau mondial, parce qu'on ne peut pas aborder la question des crises sanitaires de manière isolée. Donc, on est bien obligé d'avoir un panorama à la fois d'ensemble, avec un focus sur l'Afrique, mais quand même quelques mots sur les crises sanitaires, c'est vraiment un des sujets sur lesquels la commission santé, évidemment, se penche. Il y a la commission sécurité aussi du CIAN qui travaille sur ces questions-là, parce qu'on le verra justement avec Orange, ces sujets de crise sanitaire comportent des aspects de sûreté, sécurité pour les groupes. Et nous serons donc amenés, depuis le Covid, on voit bien qu'on est sorti de l'optimisme qui avait peut-être marqué le début des années 2000, où toute la communauté internationale pensait qu'avec les ODD et tout ce qu'on a, tous les investissements dans la santé, l'implication du secteur privé, on allait progressivement vers une éradication des maladies infectieuses. Et je pense que la crise du Covid nous a montré quand même que on était loin peut-être encore de cet objectif-là. Aujourd'hui, cette pandémie a été très marquante hein, pas seulement par son impact sanitaire, mais aussi par son impact sociétal, par son impact économique. Mais ce qu'elle a montré aussi, c'est qu'il y avait une riposte mondiale qui était possible si tous les acteurs se mettaient réellement à travailler ensemble. Et ce qui est marquant, je pense que tout le monde l'a noté, c'est qu'on a maintenant une prise de conscience à tous les niveaux, y compris au niveau du secteur privé, qui a besoin de réponses concertées, multidisciplinaires et surtout intégrées pour lutter contre les maladies émergentes ou réémergentes. Alors, on va voir quelles réponses sont apportées, mais ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que
beaucoup de solutions et de technologies qui sont nécessaires pour à la fois prédire, prévenir, surveiller les menaces sanitaires aujourd'hui, les détecter et surtout agir au plus vite, elles sont apportées le plus souvent et majoritairement par les acteurs du secteur privé. Donc, sur les risques aujourd'hui, c'est une carte qui est assez intéressante que je partage là avec vous. Vous allez voir, on a, donc elle vient du centre du CDC Atlanta. Vous voyez qu'on a une carte des risques qui, avec quand on parle de maladies infectieuses émergentes ou émergentes, effectivement, il y a les maladies qui sont vraiment nouvellement émergentes, celles de maladies anciennes qui réémergent et ressurgissent, et puis celles qui, même les Américains vont jusqu'à appeler les maladies délibérément émergentes, notamment dans le cadre du bioterrorisme, etc. Bon, mais on voit bien que globalement, on a une distribution de ces maladies par continent, par région, qui est vraiment qui montre aussi qu'il n'y a pas, on ne peut pas raisonner de manière isolée. Quand on regarde l'Afrique, et c'est ça qui nous intéresse sur l'Afrique, qu'il ne faut pas regarder de manière isolée par rapport, et le Covid le montre bien, on a un certain nombre de maladies qui sont des maladies infectieuses, Covid, toutes les fièvres hémorragiques comme fièvre Ebola, la fièvre de Lassa, fièvre de Marburg, fièvre jaune, tout ce qui est tuberculose aussi multirésistante, paludisme résistant, peste, choléra, Zika et j'en passe. Vous voyez bien qu'on est sur essentiellement des maladies qui sont vectorielles, c'est-à-dire des maladies qui sont transmises souvent par des vecteurs, moustiques, rongeurs et autres. Donc, ça nous pose aujourd'hui la question, d'ailleurs on voit bien que au niveau international, ce concept est en train de réémerger de manière, c'est un concept qui n'est pas nouveau, hein, le concept One Health, donc le fait de dire une seule santé, pourquoi? Parce que on sait aujourd'hui que 60 à 75% des maladies infectieuses chez l'homme ont une origine animale. Donc, ça veut dire qu'il y a une interaction très claire entre la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes, que tout ça est imbriqué et que ça n'a pas de sens d'opposer les objectifs en termes, par exemple, sur les aspects environnementaux par rapport aux ODD sur la santé. Et ça a aussi une implication pour les entreprises dans la manière de gérer leur engagement sociétal. On va le voir. Elles sont concernées, les entreprises, parce que la crise sanitaire nous a montré qu'il n'y a pas seulement que des risques pour les ressources humaines des entreprises. Une crise comme le Covid a touché et impacté de manière très sévère les programmes de prévention des grandes endémies comme le VIH, la tuberculose, le paludisme, le diabète, parce qu'il n'était pas possible à un moment donné de fonctionner. On avait des gens en télétravail, etc. Les crises sanitaires perturbent aussi les chaînes d'approvisionnement. Elles dégradent évidemment le climat des affaires et elles génèrent des pertes de production et une augmentation de la pauvreté en Afrique. Donc, les entreprises sont concernées et c'est pour ça qu'on va regarder maintenant ce qu'elles peuvent faire. Hein, quand on dit les entreprises, on parle aussi d'autres acteurs du secteur privé et les réponses qu'elles apportent. Alors, pour ça, on va d'abord commencer avec Stéphane Carré, donc qui est CEO de Cerba Healthcare Africa, qui va nous parler de ce que fait Cerba. Donc, Stéphane, je te passe la parole, puisque avant de démarrer, je voudrais redire aussi ce qui est une conviction, c'est que quand on parle de surveillance épidémiologique, parce qu'on a besoin de surveiller les économies, les maladies et pour pouvoir réagir vite, le diagnostic est un élément essentiel. Donc, il n'y a pas de surveillance épidémiologique sans capacité de diagnostic et sans capacité de laboratoire. Donc ça, on va partir de là et puis on va regarder avec toi, après que tu nous aies fait une brève présentation de Cerba, on va aborder quelques questions. Donc, peut-être commence par nous présenter en quelques mots Cerba Healthcare pour qu'on ait
Alors, voilà, je vais ouvrir la slide. Merci Eric. Bonjour Eric, bonjour à tous. Merci de m'avoir convié à ce panel qui nous donne une belle opportunité d'exposer notre activité et d'expliquer l'importance du diagnostic en Afrique comme ailleurs, mais surtout en Afrique puisque c'est notre sujet d'aujourd'hui. Donc, voilà la première slide. Donc, très rapidement, Cerba Healthcare est un groupe qui a beaucoup grandi depuis une vingtaine d'années. Nous sommes aujourd'hui leaders en biologie médicale, essentiellement en biologie médicale sur l'Europe et sur l'Afrique. Nous sommes également présents sur les autres continents à travers une activité particulière qui est dédiée aux essais cliniques. Donc aujourd'hui, le groupe génère 1,3 milliard de ventes et nous nous occupons de plus de 35 millions de patients par an sur les géographies où nous sommes présents, c'est-à-dire la France où nous sommes leaders, la Belgique, le Luxembourg, l'Italie et l'Afrique, où nous sommes présents dans une quarantaine de pays sur nos différents métiers. Donc, nous sommes considérés aujourd'hui par le corps médical comme l'expert de référence en termes de biologie médicale. C'est lié à notre histoire. Le groupe Cerba est né de la biologie qu'on qualifie de spécialisée, c'est-à-dire tous les tests les plus pointus d'un point de vue médical et d'un point de vue de l'interprétation. Et nous sommes venus ensuite, nous avons évolué ensuite vers la biologie dite de routine, la biologie de première intention, qui est un terme que je préfère. Et donc, nous sommes considérés comme la référence française et européenne en termes de biologie médicale. Nous avons développé également, plus récemment, un pôle de biologie vétérinaire. Et comme je le disais rapidement, nous avons également développé une division dédiée aux essais cliniques qui nous permet d'être présents sur l'ensemble des continents. Et nous participons donc à l'élaboration de nouvelles molécules que les laboratoires pharmaceutiques peuvent ensuite proposer aux patients après toutes les phases d'essai que l'on connaît dorénavant maintenant assez bien du fait du Covid. Enfin, nous avons développé une activité plus récemment d'anatomocytopathologie qui, comme vous le savez, est une discipline très particulière, à mi-chemin entre la médecine et la biologie médicale. Nous développons également, nous avons pris la décision de nous développer vers l'autre partie du diagnostic qui est l'imagerie médicale. C'est une décision récente. Nous proposons déjà ce type de service de diagnostic en Italie et nous sommes sur le point de le proposer également dans certains pays d'Afrique. J'y reviendrai. Donc très rapidement, voilà les marques et les différentes divisions que le groupe propose. Donc, de gauche à droite, le laboratoire Cerba, qui est l'entité historique du groupe avec la biologie spécialisée, Cerbapat, qui, comme son nom l'indique, propose des services d'anatomocytopathologie, toutes les entités dédiées au Medical Lab, dont Cerba Lancet Africa, qui est la dernière née, je serais tenté de dire, au sein de cette division, Cerba Research pour les essais cliniques, et tout le pôle vétérinaire avec Cerbavet qui s'occupe de nos amis les bêtes, hein, les pets, les animaux domestiques, et puis Antagène qui elle, s'occupe de diagnostics génétiques sur la partie vétérinaire. En Afrique, nous nous sommes développés de manière importante depuis maintenant une vingtaine d'années à travers la biologie spécialisée, et donc c'était à travers des partenaires qui nous représentent. Donc, c'est tous les pays bleu clair que vous voyez sur la carte. Mais depuis 2 ans, nous avons lancé une approche beaucoup plus concrète et beaucoup plus engageante en développant un réseau de laboratoires de première intention. Ce sont tous les pays en bleu foncé. Donc, c'est l'entité qu'on appelle Cerba Lancet Africa, qui nous permet d'être au plus près de nos patients, au plus près des cliniques ou des hôpitaux, et au plus près, bien sûr, des autorités sanitaires de chaque pays pour comprendre leurs besoins et essayer d'y répondre au mieux. Les pays gris sont les pays que nous prévoyons d'ouvrir dans les 12 à 24 prochains mois. Donc, comme vous le voyez, le groupe Cerba Healthcare, à travers Cerba Lancet Africa, sera présent dans une quarantaine de pays en Afrique, ce qui fait de nous le leader de la biologie médicale de qualité sur le continent africain. Nous servons à peu près 3 millions de patients par an au jour d'aujourd'hui.
Je ne vais pas m'attarder sur cette slide, c'est toutes les disciplines que nous proposons à travers les tests de biologie médicale. Nous avons un choix totalement exhaustif et nous avons, grâce à nos divisions de biologie spécialisée française, mais aussi sud-africaine, puisque nous sommes en partenariat avec Lancet Laboratories en Afrique du Sud, nous pouvons proposer aux docteurs, aux praticiens et aux patients un catalogue de plus de 3000 tests sur l'ensemble du continent. Stéphane, cette partie de présentation étant faite, il y a vraiment rapidement trois questions que j'aimerais te poser par rapport justement à l'analyse que vous faites, puisqu'on voit bien le réseau que vous avez construit, que vous commencez à construire sur le continent. Donc, c'est quoi l'analyse des besoins prioritaires que vous voyez, que vous observez dans les pays en matière de diagnostic aujourd'hui? Alors, les besoins prioritaires en matière de diagnostic sont finalement assez proches des besoins en Europe, avec quelques nuances fortes. Évidemment, il y a des besoins en infectieux, et ça touche directement les pandémies auxquelles nous sommes et auxquelles nous serons confrontés dans les années à venir, ça ne fait aucun doute. Mais aussi, ce qu'on constate depuis quelques années, c'est l'émergence de toutes les pathologies non communicables, et en particulier les problèmes de cancer et les problèmes de maladies coronariennes. Donc, il y en a d'autres, ce ne sont pas les seuls, mais on note une forte croissance de certains types de cancers, et en particulier les cancers du col de l'utérus et les cancers colorectaux. Dans certains pays, c'est proche de la pandémie. J'ai l'exemple en tête du Zimbabwe, où ces deux cancers-là touchent une très large partie de la population et, chose assez spécifique, touchent des gens très jeunes. Donc, l'autre besoin, donc ça c'est en ce qui concerne le besoin sur le plan médical, mais l'autre besoin, évidemment, c'est des besoins plus pratiques, besoin d'un diagnostic de qualité qui soit accessible aussi bien géographiquement que d'un point de vue financier, et un diagnostic qui soit irréprochable d'un point de vue de l'expertise médicale. Je vous rappelle quand même que dans beaucoup de pays, dans trop de pays encore sur le continent africain, la première cause de mortalité, ce ne sont pas des pathologies spécifiques, mais c'est tout simplement des erreurs de diagnostic. C'est dramatique de constater ces statistiques au XXIe siècle, mais ça ne fait que souligner l'impérieuse nécessité d'avoir un diagnostic de qualité, que ce soit des laboratoires de biologie médicale ou de l'imagerie, puisque les deux volets de diagnostic évoluent très vite ces dernières années. Donc, nous nous concentrons et c'est la communication que nous avons auprès des autorités sanitaires de chaque pays. Nous mettons l'accent sur la qualité et l'accès. Et quand je dis l'accès, c'est faire en sorte que cette qualité de diagnostic soit accessible au plus grand nombre, aussi bien d'un point de vue géographique que d'un point de vue financier, ce qui est essentiel, ce qui est évidemment un point clé pour le continent africain. Et justement, dans le contexte de la crise du Covid, quelle solution vraiment Cerba a apporté en termes de comment vous avez contribué à renforcer les capacités des systèmes de santé dans les pays où vous êtes pour pouvoir faire ce diagnostic justement en termes de tests, en termes de notamment, oui, surtout de tests PCR, où aujourd'hui on parle de circulation des variants. Est-ce que vous avez une contribution sur tout ce qui est test pour justement isoler, savoir les variants qui circulent, parce qu'il y a beaucoup de pays dans lesquels aujourd'hui ce n'est pas possible, en fait, cette capacité de génotypage. Est-ce que vous avez des solutions là-dessus? Alors, la solution essentielle que nous avons été en capacité d'apporter très rapidement lors du début de la pandémie de Covid, dès le premier trimestre 2020, ça a été de développer tout simplement et de mettre en place des capacités dédiées au Covid. On a pu faire ça parce qu'on a simplement, on s'appuie sur des experts dans chaque pays
Chaque pays a une équipe dédiée constituée d'experts en biologie, d'experts en anapath. Et grâce à cette capacité, on a pu obtenir les autorisations nécessaires auprès des autorités de chaque pays. On est présent dans 13 pays aujourd'hui à travers le réseau Serbaland Africa. On a pu obtenir les autorisations nécessaires pour déployer des capacités, des machines et des protocoles de tests PCR en utilisant la technologie la plus fiable. D'autre part, on s'est appuyé sur l'expérience qu'on a développée en France de génotypage et de séquençage. Et effectivement, on apporte aux autorités de chaque pays cette capacité de la détection des variants quand ils apparaissent dans les pays. Ça a été un rôle important. Et comme vous le savez, lorsqu'on est autorisé à jouer un rôle de ce type lors d'une pandémie, on est obligé, et c'est tout à fait normal et logique, de transmettre toutes les informations en temps réel, au quotidien, à toutes les autorités sanitaires. Le Nigeria et le Kenya sont de parfaits exemples. Et donc, ça nous permettait de leur donner des informations épidémiologiques en temps quasi réel, au jour le jour, sur non seulement l'évolution de la pandémie, mais aussi sur l'apparition de nouveaux variants. Et on a été, pour l'anecdote, si tant est que ça en soit une, on a été le premier laboratoire privé à obtenir l'accréditation ISO 1589, qui est la référence en matière de biologie médicale, dédiée au Covid. Alors justement, une dernière question rapidement avant de passer au prochain panéliste. Combien vous avez à peu près réalisé de tests diagnostiques depuis le début de la pandémie dans les pays où vous intervenez sur l'Afrique? Alors, pour le Covid, on a réalisé un peu moins de 3 millions de tests depuis le mois d'avril 2020. Alors, ça peut paraître relativement faible par rapport au volume de tests que l'on connaît en France et en Europe, mais dans le contexte africain, c'est très important. On a joué vraiment un rôle de première ligne dans la lutte contre le Covid. Et j'en suis très fier, et c'est grâce à toutes les équipes d'experts qu'on a dans chaque pays. Donc, je le disais, la capacité de diagnostic, on voit bien à travers ta présentation, on voit bien ce que concrètement le secteur privé peut apporter au système de santé. Merci Stéphane, je vais revenir vers toi tout à l'heure avec d'autres questions, notamment sur le développement du réseau CERBA dans les pays francophones, puisqu'on voit quand même qu'il y a une présence essentiellement, enfin, majoritairement dans les pays aujourd'hui anglophones. Si tu me le permets, les nouveaux pays qu'on s'apprête à ouvrir sont essentiellement les pays francophones, c'est-à-dire le Sénégal, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, et on y rajoute l'Éthiopie, qui n'est pas francophone, mais qui est un pays avec de forts besoins. Et donc, on sera en capacité de fournir notre qualité et notre expertise dans les pays francophones, dans la plupart des pays francophones. Donc, d'accord, je ne te reposerai plus cette question en conclusion parce que tu y as répondu, on aura gagné. Merci. Merci Stéphane. Je me tourne maintenant vers Mariana et Gilles et Pascal pour le retour d'expérience du groupe Orange. Alors, je redis pour ceux qui nous ont rejoints entre-temps que, en fait, c'est très pour nous intéressant d'avoir le témoignage d'Orange et aujourd'hui, parce que nous avions déjà, dans une précédente commission mixte santé-sécurité, eu l'occasion d'avoir récent, ça c'était sur un retour d'expérience de gestion de la crise Ebola, de la crise Ebola, et là nous aurons votre expérience sur la gestion de la crise du Covid. Alors pour moi, juste le temps de télécharger votre présentation. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pensé à nous, Eric. Et effectivement, nous avons un tout petit peu l'habitude de ce genre d'exercice que nous menons à CIMA avec Gilles Spiegel qui est à mes côtés, le directeur de la Sûreté à l'international, de la Sûreté Groupe Orange. Et puis, dans une autre pièce, Pascal Foulachon qui est directeur de la Santé-Sécurité de la branche OMEA. Voilà. Le temps pour moi de charger c'est toujours un challenge. Il faut peut-être que je ferme la première slide. Mariana, tu peux peut-être, je ne sais pas si tu peux commencer avant que je charge. Donc, pour l'instant, vous m'entendez bien, oui?
Non? Oui, on t'entend, vas-y. D'accord, pour moi de changer le… Oui. Donc, je vous ai présenté mes collègues. Moi, de mon côté, je suis médecin conseiller à l'international du groupe Orange, donc en charge de la gestion des crises sanitaires. Et puis, je pilote la politique de santé, sécurité et qualité de vie au travail à l'international. Et je te remercie, Eric. On voit bien la première slide. Donc, si tu veux bien passer à la slide d'après, c'est simplement pour vous voyez la slide là, vous la voyez ou pas? On la voit très bien, c'est parfait. Oui, d'accord. C'est plus que parfait. Bon, mais très bien, je vais essayer de la mettre en mode… C'est parfait, il n'y a plus rien à toucher, je te remercie beaucoup. Okay. Donc, on va vous parler très rapidement du groupe Orange dans le monde et en Afrique pour que vous permettre de situer un tout petit peu ce groupe international. Vous décrire un tout petit peu les impacts de la crise Covid sur les activités du groupe, détailler la gestion de la crise et puis essayer de dresser un petit bilan. La slide d'après, s'il te plaît. Donc, le groupe Orange dans le monde, le groupe est implanté dans plus de 26 pays au titre d'entités spécifiques. Mais on est en fait présent au travers d'une branche qui s'appelle OBS, Orange Business Services, dans absolument tous les pays du monde, sauf un. Gilles? Sauf. Il y a un ou deux pays où on n'est pas actuellement pour des raisons géopolitiques mondiales. Voilà. Qui sont le Groenland et l'Islande, je crois. L'Islande, l'Islande, parenthèse, on a trouvé quelqu'un, finalement, on a quelqu'un qui est en Islande. Et au Groenland, on n'a pas encore trouvé, mais on cherche. On cherche, on trouvera bien. Nous avons 142 000 collaborateurs dans le monde entier qui se répartissent pour moitié en France et pour moitié dans le reste du monde. Près de 259 millions de clients. Notre présence en Europe couvre près d'une dizaine de pays et en Afrique. Vous voyez que la liste est beaucoup plus longue. On couvre 5 types d'activités et vous aurez la présentation, voilà, donc on n'a pas besoin de rentrer dans le détail. Je vais passer la parole à Pascal pour ce qui est d'Orange Afrique, Middle East Afrique et au Moyen-Orient. Pascal, as-tu la parole? Si, vous m'entendez bien, toutes et tous? Très bien. Très bien. Parfait. Merci beaucoup. Oui, j'ai sélectionné quelques données, quelques chiffres, quelques ambitions, et on ira assez vite puisque le plus important, bien sûr, c'est notre partage d'expérience. Retenez simplement que par rapport à il y a 5 ans, quand nous étions intervenus, OMEA est de plus en plus la principale zone de croissance du groupe Orange. Mais cette croissance, on la veut vraiment durable et responsable. On la veut dans la durée. Il y a 4 moteurs de croissance sur lesquels nous insistons de plus en plus, jusqu'en 2025, si je puis dire, et au-delà, 2025 étant l'horizon de notre plan stratégique actuel, la data mobile, le très haut débit fixe, les services financiers mobiles, c'est très important. Vous avez en tête la notion d'Orange Money, eh bien c'est cela et bien d'autres services financiers qui arrivent. Et le B2B, à savoir les entreprises. C'est important également d'adresser les entreprises en Afrique, car il y a un foisonnement qui est extraordinaire. Au-delà de ce qui est la connectivité, comme vous le voyez, on est aussi très axé sur la création de valeur autour de nouveaux usages et de nouveaux produits. C'est très important. Les technologies de l'information et de la communication, mais aussi les contenus, et plus précisément l'énergie, l'e-santé, l'e-agriculture et l'e-éducation. Donc, on peut passer au slide suivant. N'hésitez pas. Il y a quelques chiffres également. Ah, je crois qu'il arrive. Oui, normalement, il y est. Moi, je le vois à l'écran. Il est arrivé. Voilà, voilà. Voilà, c'est pour vous donner quelques chiffres qui vous montrent vraiment l'importance de notre croissance dans le secteur Orange, Moyen-Orient et Afrique. Nous sommes présents dans 16 pays de façon majoritaire dans le capital des sociétés. Et surtout, vous voyez le nombre de clients que nous représentons. Vous avez en tête le nombre de clients global à l'échelle d'Orange. Et nous sommes sur des croissances de chiffre d'affaires, vous voyez, 2020 par rapport à 2019, malgré, et ça c'est important, malgré le contexte du Covid-19, puisque quand le Covid est arrivé en mars-avril 2020, on nous prédisait une déferlante de cas en Afrique. Il y a eu 2 mois qui ont été assez sensibles, où, comme partout dans le monde, la croissance économique, car nous étions dans une phase de croissance économique, a été quelque peu ralenti, on va dire arrêté. Et ce qui est remarquable, c'est que, in fine, et là je vais très vite, je synthétise, à la fin de l'année, on avait retrouvé nos ambitions de croissance de l'année 2020. Ce que nous avions début 2020, eh bien, nous l'avons réalisé fin 2020. Et nous sommes
là pour l'année 2021 dans une même zone de croissance. Voilà, c'est quelques chiffres clés. On peut passer au slide suivant. Voilà, alors c'est quelques points importants qui montrent que quand Orange est présent dans un pays, Orange a tout de suite une visibilité, a tout de suite dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle décide sur des sujets qui sont très différents, mais par exemple sa politique de santé sécurité au travail, Orange est tout de suite observé, et tout de suite sollicité, et tout de suite quelquefois considéré comme une entreprise pilote. Alors, je donne deux exemples. Vous voyez, au Mali, il y a eu des opérations qui ont été réalisées très rapidement pour faire de la prévention. Et typiquement, Orange Mali a été très vite sollicité pour un reportage télévision. Dès le surlendemain de son action, c'est passé à la télévision. Donc, à l'échelle du Mali, ça a tout de suite été un repère. Madagascar, c'est pareil, une initiative qui ont été prises, qui ont tout de suite été relayées par la presse. C'est-à-dire, on a, de par notre présence, souvent nos entreprises sont dans le top 3 des entreprises des pays dans lesquels nous sommes, notamment les pays subsahariens, et tout ce que nous faisons a une valeur assez rapidement d'exemplarité. Donc, nous avons une responsabilité forte en la matière. Et là, donc, ce slide vous montre les défis qui s'annoncent. Nous sommes dans un club dont nous savons tous les enjeux, la population, la jeunesse de la population, et dans notre secteur, j'ai mis quelques chiffres qui montrent l'importance aussi des marchés qui sont les nôtres au niveau des télécommunications. On peut passer au slide suivant, et c'est là où on va aller plus précisément de la façon dont nous avons abordé et géré la crise sanitaire. Mariana, tu veux peut-être présenter le paysage global à l'échelle du groupe? D'accord. Donc, on mène les équipes de Gilles Sfiga et moi-même menons une veille sanitaire, sûreté et constante. Ça demande, c'est vraiment 24/24. Et dès que la crise est apparue en Chine, en fait, on a réalisé une première fiche sanitaire pour informer. On a conçu un site intranet qui permet à tout individu du groupe ou qui soit sur le globe d'accéder en temps quasi réel à des activités et des problématiques de santé-sûreté. Et donc, une information a été très, très rapidement faite. C'est une information qui est préparée par les équipes de Gilles et que je valide. Et donc, nous sommes présents en Chine et en Asie du Sud-Est. Donc, très rapidement, nous avons mis en place une cellule de veille quotidienne et de suivi quotidienne avec les équipes présentes en Chine. Donc, l'entité qui était concernée, c'était OBS, dont je parlais tout à l'heure, Orange Business Services. Qui est principale, qui est majoritaire dans la région, mais qui n'est pas la seule, et qui en tant qu'entité majoritaire était en charge de diriger les actions. Donc, équipe locale, direction de la division OBS, et moi-même, sur ma fonction de médecin conseil international et représentante de la DRH Group, nous étions déjà au front dès janvier, en suivant très très près l'actualité, en adaptant nos actions et aux préconisations locales, gouvernementales. Donc, bien entendu que très rapidement, en fait, il y a eu distribution de masques, de solutions hydroalcooliques, de mise en télétravail, en façon des actions qui ont été mises en place extrêmement rapidement. Et des informations très précises sur l'ampleur de ce qui se passait là-bas, alors que ce qui était relaté dans la presse ou dans d'autres organisations plus internationales était plutôt un tout petit peu plus tempéré, on va dire, par rapport à ce que nous avions, nous, comme écho. La réactivité d'Orange Middle East Africa a été à la hauteur de ce qui se voit depuis que j'ai intégré ce groupe, à savoir une mobilisation extrêmement précoce des services de santé au travail dès le début de la crise en Chine, avant même le stade pandémie. C'est-à-dire qu'ils n'ont vraiment pas attendu le fait que la pandémie soit déclarée. Ils ont pris conscience très rapidement. Il faut savoir que la présence en Afrique de la Chine de travailleurs chinois est assez importante, donc ils avaient bien conscience du fait que, pour mémoire, ça se passait à un moment donné où il y avait le nouvel an chinois,
Ils savaient que des allers-retours allaient favoriser une diffusion massive du virus sur la base de ce qu'on entendait comme type de virus. Donc, nos services de santé au travail sont mobilisés immédiatement et on fait très rapidement une information au personnel, ont enregistré des vidéos, ont été dans une démarche explicative des mesures de prévention et ont mis à disposition du plus grand nombre du matériel de protection, masques et solutions hydroalcooliques. Il faut savoir aussi qu'au sein du groupe, en fait, tous les grands groupes ont été, vous le savez, même les gouvernements ont été confrontés à une pénurie de masques. Ça a été en fait quelque chose qui s'est très très rapidement installé. Et donc, au moment où je courais à droite à gauche pour trouver du matériel, j'ai fait jouer la solidarité entre les divisions et nos médecins du travail en zone OMEA ont été remarquables sur le sujet. Vraiment, c'était très beau de voir à quel point la mobilisation était rapide et efficace. En Europe, la mobilisation des équipes RH et des services de santé au travail n'en a pas été moindre. Tout le monde a été au front pour d'un côté protéger la santé de tous et puis pour permettre une continuité d'activité, bien entendu. Mais c'est quelque chose qui est intervenu au moment où la vague est venue frapper l'Europe, où il y a eu une évidence pour tous que ça arrivait. Et enfin, ce qu'on peut souligner, c'est que c'était la gestion de la crise a reposé avant tout, le choix des décideurs s'est fait a suivi des décisions gouvernementales locales, bien entendu, c'est la base, mais qu'il y a eu concertation et surtout au moment les plus forts de la crise, des concertations groupe, un suivi groupe pour avoir une belle harmonie malgré tout dans les décisions prises. Je rappelle que Orange bénéficie d'un accord qui est l'accord Monde Santé Sécurité qui a été signé en 2014 et qui est une base de travail pour l'ensemble du groupe, quelles que soient les localisations où sont présents nos collaborateurs, pour offrir à l'ensemble des salariés du groupe Orange des conditions de travail et de santé et de sécurité au travail et de qualité de vie au travail qui soient sur une même base. On peut passer à la slide d'après, Eric. Voilà, donc je vous parlais de la cellule quand la crise est devenue, quand la crise sanitaire s'est révélée être une pandémie et bien nous avons fait comme dans tous les grands groupes, en fait une cellule de crise groupe a été constituée et à côté de cette cellule de crise groupe, d'autres cellules. Peut-être que tu veux reprendre la parole, Pascal, et tu pourras si tu es au MEA au sein de toutes tes activités. Avec plaisir, Marie. Effectivement, la gouvernance était très importante à l'échelle du groupe et puis en relais dans les différentes constituantes du groupe, dont bien évidemment Orange Middle East and Africa. Donc, la représentante d'OMEA à la gouvernance groupe, Elisabeth Médou, qui a une expérience de directrice générale de filiale, de directrice de zone à l'intérieur du périmètre MEA, donc qui a une connaissance on ne peut plus pertinente du continent africain. Et nous avions le lien par Elisabeth avec nos structures propres au sein d'OMEA, avec une cellule de commandement, bien évidemment constituée par le comité de direction d'OMEA, et puis un comité de pilotage opérationnel qui était aussi piloté par Elisabeth, ce qui est tout à fait logique et tout à fait pertinent. Et puis, bien évidemment, des réunions téléphoniques de crise, enfin téléphoniques, également des visioconf, puisque pendant la pandémie, nous avons aussi appris à travailler avec les outils de visio, Zoom, Teams, Webex, etc., etc. Et des réunions téléphoniques aussi de crise métier, puisque les environnements, les capacités de résilience, les ripostes à apporter étaient un petit peu différentes selon les métiers. Il est bien évident que quand on travaille en boutique ou en intervention, c'est pas la même chose que quand on travaille au siège. Cela dit, la menace du virus était partout et il fallait un canevas commun avec des capacités de réponse très, très adaptées aux métiers et aux contextes locaux également. Alors, bien évidemment, chaque filiale avait aussi à travailler sur son plan de continuité d'activité. En fait, on a reproduit ce qu'on avait fait, c'est l'expérience que l'on a eue avec H1N1 qui avait à peine effleuré l'Afrique, avec, là, c'est autre chose, Ebola. Hein, effectivement, les 19 mois que nous avons vécu sous d'abord statut de crise, puis sous statut de veille par rapport à l'offensive d'Ebola à l'époque. Donc, nous avions
pratique des plans de continuité d'activité, globaux et par métier que nous avons remis à l'ordre du jour, puisque nous pouvions avoir du jour au lendemain un dirigeant d'entreprise, voire deux dirigeants, deux membres d'un comité de direction qui pouvaient être touchés par la maladie et de façon plus ou moins sévère. L'expérience, ce que nous constations en Europe à l'époque, nous étions prêts à nous adapter, puisqu'il y avait à peu près 3 semaines d'écart au début de la pandémie, entre ce que vivait l'Europe et ce que nous avons commencé à vivre dans plusieurs de nos géographies. Plan de continuité d'activité, on a aussi préparé les plans de reprise d'activité, puisque mars, avril, mai ont été des mois où nous avons été dans la résistance, puis la résilience, et puis ensuite est venu le temps de la reprise d'activité. Comme souvent en Afrique, c'est ça qui est toujours remarquable, une capacité à rebondir, une capacité à réaccélérer qui est assez phénoménale. Là, je ne me réfère pas à des crises sanitaires, mais à des crises politiques, celles que nous avions vécues en Côte d'Ivoire, en Guinée, lorsqu'il y a eu des troubles politiques en 2009-2010 qui avaient été, pour nous, synonymes, je pense à Orange Côte d'Ivoire, à un arrêt complet de l'activité pendant près d'1 mois. Et néanmoins, 2 mois plus tard, l'entreprise qui avait perdu la moitié de ses sites, qui avait vu son siège social incendié et pillé, c'est l'inverse, pillé puis incendié, avait pu rebondir et même dépasser ses objectifs à la fin de l'année, au mois de décembre. Donc, les plans de reprise d'activité étaient prêts, ce qui fait qu'on a pu rebondir, retrouver nos objectifs, puisque nous avons certes eu une crise sanitaire, mais ce qui était aussi primordial, c'est que nous sommes tributaires de l'emploi de nos salariés. Et vous savez aussi qu'il y a un coefficient multiplicatif qui est important. Nous avons des salariés, mais ces salariés, il faut eux-mêmes vivre des milliers de personnes et des dizaines de milliers de membres de famille. Vous voyez, par exemple, Orange Guinée, j'ai un chiffre en tête, j'ai échangé il n'y a pas longtemps avec le DRH d'Orange Guinée. Grosso modo, j'arrondis, 400 salariés Orange Guinée, vous multipliez par 52 actuellement le nombre d'emplois que génère Orange Guinée en Guinée. Et vous multipliez par un nombre moyen, allez, le noyau familial, partons sur 8 personnes, et vous voyez tout de suite l'ampleur que ça a. Donc, garantir l'emploi, c'est pas garantir seulement l'emploi de 300 à 400 personnes, mais c'est beaucoup plus. Et donc là, tout le monde était prêt, au retour des jours meilleurs, à reprendre le cours des choses, de son activité, autant que faire se peut, au mieux. C'est passionnant, Pascal. Oui, est-ce qu'il va falloir qu'on active parce voilà, qu'on va falloir qu'on accélérer, surtout. Vous avez raison. On passe aux bonnes pratiques, surtout. Ce qui est intéressant, c'est comment toute cette expérience acquise dans la gestion des crises vous a servi aussi pour gérer la crise sanitaire du Covid. Et si vous pouvez dégager quelques bonnes pratiques qui peuvent être partagées avec d'autres entreprises, même si elles ne sont pas forcément du même secteur que vous, voilà, c'est ce qu'on j'aimerais vous entendre, parce que malheureusement l'heure tourne et on a encore un intervenant. Bien sûr. Merci. En fait, les bonnes pratiques, on les avait mises en œuvre déjà du temps d'Ebola. Ce qu'il fallait, c'était les partager puissance 10. Faire en sorte que les filiales communiquent, échangent. Pour ce faire, on a communiqué beaucoup sur ce qu'on faisait. On a mis en place un comité médical très léger, très rapide. Nous n'étions 4, mais c'est parfait. Nous avons bâti assez rapidement des fiches pratiques que vous avez en annexe et qui ont été partagées, et on a multiplié les réunions des comités santé-sécurité au travail, ce à quoi Mariana faisait référence. Finalement, quand on négocie des accords mondiaux, on est un petit peu dans l'expectative. On demande comment on va les mettre en œuvre, comment ils vont se vivre, comment ils vont être enrichis, comment ils vont perdurer au quotidien. Alors, ce comité de santé et sécurité au travail, nous avons fait un gros effort pour les mettre en place, pour les faire vivre. Ils vivaient sur des sujets classiques, je dirais, de santé et sécurité au travail. Et là, comme ils étaient actifs, dans 80% des pays, eh bien, ils ont joué leur rôle d'échange, de préconisation, et surtout, ils embarquaient les partenaires sociaux, puisque c'est aussi une dimension forte.
nous avons une grande tradition de partenariat avec les syndicats, notamment l'Alliance syndicale mondiale unie, qui est surtout constituée de syndicats, nous appellerons réformistes, avec lesquels nous avons déjà signé, au jour d'aujourd'hui, 5 accords mondiaux. L'accord mondial santé-sécurité au travail était le 3e. Avec Mariana, nous avons eu le plaisir de le mettre en œuvre dans nos géographies, vraiment de l'installer au plus près des filiales. Et donc, ce qui existait était parfait, puisque il y avait certes la direction, le management, les salariés, mais aussi les partenaires sociaux. Nous étions tous, si je puis dire, dans le même navire et nous avions le même cap et nous étions tous vraiment volontaires pour mener le bateau vers des eaux plus calmes. Et pour ce faire, donc, nos réunions des comités santé-sécurité, également le réseau diversité et santé-sécurité au travail d'Orange MEA a été mis, je dirais, à l'ouvrage. On a multiplié par 2 le nombre de nos réunions pendant ce temps-là. D'une réunion bimestrielle, nous passions à une réunion mensuelle, voire dans certains pays, c'était jusqu'à 2 réunions par mois. Et nous avons aussi ouvert des groupes Plaza et WhatsApp avec toujours cette raison d'être, parce que c'était la raison d'être gagnante. Vous savez, hein, en situation de crise absolue, il faut être synthétique et clair. Une seule raison d'être, c'est le partage des bonnes pratiques. Le partage des bonnes pratiques, le partage des bonnes pratiques et le partage des bonnes pratiques. Bon, on va passer à la conclusion, voilà. Si on peut conclure. Et tu veux bien lancer les slides, Eric, s'il te plaît? Donc, voilà, ça c'était les autres éléments. Donc, la formation, l'adaptation des conditions de travail, tout ça sont des éléments sur lesquels on a pu se reposer pour aider les équipes à continuer à fonctionner et en s'adaptant en permanence aux préconisations gouvernementales et puis à l'intensité de la crise. Et si tu veux bien passer à la slide d'après, Pascal, tu m'interromps s'il y a des… Ça, se concerter pour mieux agir, c'est ce que Pascal venait d'aborder comme sujet, à savoir les accords sur lesquels on se reposait et puis les réseaux qui avaient déjà été construits dans les réseaux, dans la collégialité. Donc, effectivement, il ne faut pas oublier les partenaires sociaux. Et donc, on a mis dans la présentation, et vous y aurez accès, des fiches pratiques qui tournaient et donc qui sont une déclinaison du travail qui avait déjà été fait pour Ebola, encore une fois. Donc, savoir garder sous le coude ce qu'on a fait d'une crise à une autre et l'adapter. Donc, les cas avérés au suspect d'un salarié. La fiche d'après, c'est comment prendre en charge un décès, comment prendre en charge, si tu veux bien avancer, Eric. Donc, non, c'est pas moi qui ai la main là pour l'instant sur les slides, mais elles sont en train de passer. Alors, je pense qu'on peut les passer rapidement, oui, effectivement. Voilà, comment prendre en charge un décès, comment prendre en charge aussi le cas d'une personne, d'un prestataire, c'est très important. C'est important. Vous savez, on a tous un devoir de vigilance et donc nous, grâce à l'accord Monde Santé Sécurité, on englobe également les prestataires, on a une responsabilité par rapport à eux. La dernière fiche porte, s'il te plaît, slide d'après, sur un cas avéré dans une boutique, chez un client. Voilà. Et puis, on va passer la parole à Gilles pour la partie sûreté. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas de crise, quelle qu'elle soit, sans qu'on associe les 2 aspects, santé et sûreté. Et là, ça va aller… Et voilà, je vais vous demander vraiment d'aller très vite parce qu'on a vraiment débordé. Et bien, j'ai terminé. Voilà, et on aura terminé, voilà. Parce qu'il y a encore Guillaume qui attend pour son intervention. Il y a des questions, je vois aussi dans le chat. Donc, j'aimerais qu'on arrive. Ce sera très rapide parce que dans cette crise-là, la sûreté, il y a une part assez réduite. On travaille systématiquement lorsqu'il y a des crises de nature sanitaire, de nature catastrophe naturelle, de nature sûreté. On travaille toujours en coopération santé-sûreté. Ça, c'est quelque chose qui a été mis en place dans le groupe Orange depuis quelques années et c'est devenu un invariant. Dans cette crise, ça a été exactement ce qui s'est produit. Comme l'a dit Mariana tout à l'heure, en fait, nous avons vu rapidement ce qui se passait en Chine. Nous avons commencé à éditer sur le site Travel Security, sous l'autorité du docteur, bien évidemment. La deuxième chose, en fait, nous, pendant tout le temps de cette pandémie, et encore maintenant d'ailleurs, on assure une veille sûreté, notamment pour voir si la pandémie n'a pas des dérives de nature sûreté. En l'occurrence, sur au moins un pays d'Afrique, on commençait à avoir des manifestations anti-étrangères et anti-occidentales, les Occidentaux étant accusés par la population locale d'apporter sur le territoire africain la pandémie. Ça s'est calmé, donc on a dit « OK, sujet réglé ». Autre sujet qui est apparu, et c'était une nouveauté, c'est la première fois qu'on avait ça, mais la longueur de la pandémie le justifie peut-être. En fait, on a été appelé un peu au secours
par des managers qui disaient moi j'ai des salariés qui sont en vacances, je dis bien en vacances, dans des pays et on souhaite les faire revenir dans leur pays d'origine. Là, on a dit écoutez, ils sont hors contrat de travail parce qu'ils sont en congé, c'est leur problème. L'entreprise nous a dit non, on veut être gentil, on veut les faire rapatrier quand même. Et donc, nous sommes intervenus dans ce contexte-là pour les faire mettre en relation notamment avec les ambassades de France, dès lors que les ambassades de France avaient mis en place un plan, comme vous le savez, de rapatriement de citoyens vers le territoire national. On a fait comme ça, on a eu 11 cas à gérer, et sur 10 pays différents qui étaient majoritairement en Asie du Sud-Est. Et en fait, on a fait 6 retours, on a aidé à 6 retours. Pour les autres, ça s'est réglé autrement. Voilà. Donc, notre rôle sûreté a été de nouveau très réduit, mais il a été tout le temps aux côtés de la branche sanitaire, bien évidemment, et il l'est encore actuellement. Voilà, j'ai terminé. C'est vraiment très… Voilà, on retrouve votre approche effectivement très intégrée, santé, sécurité, et là encore, cette approche a bien fonctionné. On aura des questions dans le chat pour vous trois. Merci. Vraiment, vous avez fait une présentation très complète. On va passer maintenant je vais me tourner maintenant vers Guillaume Leduc, donc qui va nous présenter son ONG Alima et nous dire en quelques mots. Déjà, il y a une présentation de l'ONG, puis on va voir justement l'approche qu'a Alima sous le terrain. Guillaume va nous expliquer vraiment comment ils interviennent, quels sont les axes vraiment de leurs interventions, comment est-ce qu'ils travaillent et quelles réponses ils ont apportées justement et comment ils ont contribué à la gestion de la crise sanitaire dans leur pays d'intervention. Guillaume, merci encore. Oui, bonjour, merci pour la parole et merci pour l'invitation au Sion. Donc moi, c'est Guillaume Leduc, je suis directeur de développement et un des cofondateurs de Alima. Donc, Alima, c'est une ONG, on fait de la médecine humanitaire. Notre mission, c'est de fournir des soins médicaux de qualité dans des zones de forte mortalité. Et notre ambition, c'est de proposer une nouvelle approche de la médecine humanitaire. Donc, ça a été créé en 2009. On est des anciens de Médecins sans frontières. Et voilà, le chiffre le plus important, c'est le premier que vous voyez en haut à gauche, c'est qu'on a soigné 7 millions de patients depuis la création. Donc, on soigne environ 1,5 million de patients par an. On a mené aussi 30 projets de recherche et on est une alliance en fait avec 5 ONG. Et ça, c'est un des premiers aspects d'Alima, c'est une gouvernance inclusive avec un siège qui est basé à Dakar. Je reviendrai après sur le modèle. Juste encore sur la présentation des chiffres, on est un des plus gros acteurs sur la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère chez les enfants, avec plus de 140 000 enfants pris en charge, donc c'est significatif. On a fait plus de 40 000 accouchements l'année dernière dans nos 12 pays d'intervention. Donc, c'est assez significatif. Et sur la réponse Covid, on a pu mettre en place environ 1 000 lits d'hospitalisation et former 5 000 personnels de santé. Donc, Alima, aujourd'hui, c'est environ 2 000 staffs avec un budget de 70 millions d'euros pour environ 400 centres de santé et 35 hôpitaux. Donc, ça fait en gros un peu plus de 2 000 lits d'hospices dans 12 pays d'Afrique de l'Ouest subsaharienne. Donc, en gros, on va de la Mauritanie au Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Soudan du Sud, RCA, RDC, Cameroun, Nigeria, Guinée, Sénégal. Donc, voilà. Donc, nous, un peu sur le système humanitaire, c'est pourquoi est-ce qu'on a créé Alima. Souvent, on nous pose la question, et comme je disais, nous, on est des anciens Médecins sans frontières. Donc, on peut se demander pourquoi quitter Médecins sans frontières, qui est une organisation avec un budget d'1,5 milliard d'euros, 45 000 employés, prix Nobel de la paix. En fait, c'est parce que la réponse sur le terrain est largement insuffisante. On le voit, le système humanitaire est dépassé, et ça, c'est des chiffres pré-Covid. Donc, un chiffre très simple des Nations Unies, c'est qu'il y a 50% des besoins humanitaires qui ne sont pas couverts. Donc, moi qui ai une formation d'école de commerce dans n'importe quelle entreprise, si on voit qu'il y a 50% des besoins qui sont couverts, on serait prêt à ouvrir plein et à développer plein de nouveaux projets. Un autre chiffre qui est assez marquant, c'est qu'il y a très peu d'essais cliniques qui sont conduits en Afrique. Ça, c'est des chiffres de clinicaltrial.gov, que 2%. Donc, en fait, la recherche n'est pas au service des besoins médicaux des gens sur le continent.
Et finalement, il y a très peu de fonds qui sont alloués aux acteurs locaux, donc c'est assez trusté par des grosses ONG internationales. Et voilà un peu notre constat qui a amené la création du modèle. Si vous pouvez aller sur le slide suivant, s'il vous plaît. Donc, le modèle d'Alima, c'est vraiment ces deux gros piliers qui sont le partenariat et la recherche. Alors, le partenariat, ça se traduit par, comme je disais tout à l'heure, sur une gouvernance très inclusive. Donc, nous, on travaille avec des ONG de médecins locaux ou nationaux. C'est ça notre ambition numéro 1. Donc, c'est le cas au Niger. On travaille avec une ONG de médecins nigériens qui s'appelle BFN, par exemple. C'est le cas aussi au Tchad, au Burkina. Donc, à chaque fois, on essaie d'avoir la différence avec d'autres personnes qui font des partenariats, c'est que nous, ils sont inclus au plus haut niveau de la gouvernance, c'est-à-dire au conseil d'administration. Et quand on regarde notre équipe de dirigeants, on a notre président, notre directeur général, notre directeur des opérations, qui sont tous des médecins africains. 90% du staff est africain et environ 85% du top management. Donc ça, c'est le partenariat. Sur la recherche, juste en une seconde, c'est un de nos gros biais, c'est-à-dire qu'on veut publier, nous, dans des revues scientifiques. Donc on a eu plusieurs prix, notamment sur Ebola. Vous voyez le cube qui est derrière moi, peut-être, qui est une chambre d'urgence biosécurisée qui transforme complètement la prise en charge d'Ebola. Donc c'est une chambre où il y a un peu comme une énorme couveuse, ou si vous voulez, une énorme glove box. C'est-à-dire que les soignants peuvent avoir accès directement aux patients sans mettre les combinaisons jaunes que vous avez tous vues. Donc ça change la vie complètement pour les soignants et pour les patients. On a aussi fait partie des équipes qui ont fait des essais cliniques sur Ebola. Donc, on a trouvé les 2 traitements sur Ebola qui fonctionnent. Donc là, ça veut dire quoi concrètement? C'est être capable de faire un essai clinique en zone de guerre sur une pathologie comme Ebola. C'est des savoir-faire assez spécifiques qu'on a développés. Et donc, ça, on pense que c'est une des plus grosses valeurs ajoutées qu'on peut avoir à la fois pour la médecine militaire, mais finalement, ça bénéficie tout le monde. C'est-à-dire que maintenant qu'il y a des traitements qui ont été identifiés, tout le monde peut en bénéficier. Voilà, donc notre modèle, juste pour revenir là aussi un peu sur le côté, donc c'est vraiment cette capacité à faire des partenariats avec les personnes qui vont nous permettre de réaliser nos projets. Donc c'est une volonté d'avoir une approche de l'humanitaire très ouverte, à la fois avec des ONG nationales, avec des partenaires de recherche qui soient des instituts, des universités, des organisations internationales, des entreprises privées, qui sont intéressés par ce qu'on propose et qui vont nous aider à contribuer à des meilleurs services pour nos patients, donc avec toujours un focus sur l'impact. Donc, comme vous voyez, le siège d'Alima est à Dakar, où je me trouve actuellement, et on a des bureaux à Paris et à New York. Si on peut aller sur le slide d'après, comme ça on récupère du temps. Et voilà, donc nous, on lance une campagne aussi, j'en profite pour voir s'il y a des gens qui sont intéressés, évidemment, parce que c'est un des gros freins pour notre action, et je ferai le lien avec la Covid tout de suite. C'est sur la capacité d'avoir des fonds d'urgence pour répondre très rapidement, mais aussi des fonds de recherche et de talent. Donc, si on peut aller sur la slide d'après, s'il vous plaît. On va sauter ça, parce que ça, je reviendrai à la fin. Voilà. Merci Guillaume. Sans vous couper, je trouve très intéressant ce que vous avez dit par rapport à la façon dont justement votre contribution, votre participation au programme de recherche d'un traitement contre Ebola a changé complètement la manière d'aborder la maladie. Aujourd'hui, concrètement, par exemple, en Guinée, ça veut dire quoi déjà sur le terrain? Et puis, est-ce que ce traitement aujourd'hui, il commence à être vraiment mis à la disposition d'autres pays où, je pense notamment à des pays comme le Libéria, Sierra Leone, etc., qui ont été beaucoup touchés par Ebola, ou RDC aussi. Est-ce que ces traitements sont aussi disponibles pour ces pays-là, les pays à risque? C'est toujours un défi. Là, les traitements qu'on a identifiés, il y en a un que tout le monde connaît maintenant, qui est le Regeneron. Oui. C'est aussi un traitement qui est efficace contre la Covid, donc qui a été administré au président Trump notamment. Donc là, il y a un problème de compétition, c'est-à-dire qu'on a du mal à s'en acheter, nous, pour nos patients. Nous, on fournit des soins gratuits à des personnes qui ont un accès aux soins très faible. Mais donc, oui, on essaie de faire le maximum. Là, il y a eu des épidémies d'Ebola. Donc, cette année, je vais vous ma vidéo, en Guinée, par exemple, et en RDC au mois de février et de mars. Et on a pu fournir ces traitements dès que possible. Ce qui est intéressant, c'est que ces traitements peuvent être utilisés aussi en prophylaxie.
Donc, pour les personnes qui sont en contact, on peut administrer ce traitement. Donc, ça, c'est une information, pareil, qui est utile pour tout le monde. Et là, nous, on est en train d'essayer de mener un essai de clinique de recherche pour voir quelles sont les interactions entre le traitement Ebola utilisé en prophylaxie et le vaccin. Bien documenter cet aspect-là. Ça, c'est intéressant de continuer la recherche pour que tout le monde puisse bénéficier justement de ces nouveaux savoir-faire et de ces nouvelles approches pour avoir des meilleures réponses. C'est le cas aussi sur la fièvre de Lassa. Vous en avez parlé dans votre premier slide. La fièvre de Lassa, c'est sur la liste des pathologies prioritaires en termes de recherche sur le blueprint de l'OMS sur la R&D, mais il y a très peu d'investissement. Donc nous, par exemple, on gère un centre de prise en charge de la fièvre de Lassa dans le sud du Nigeria, où on a publié récemment un article dans le Lancet, parce qu'on a des plus grosses cohortes de patients Lassa du monde là-bas. Mais en fait, on n'a toujours pas de traitement, on n'a toujours pas de vaccin. Mais tous les ans, on galère à trouver 100 000 € pour maintenir le projet fonctionnel. Donc, c'est des défis aussi, c'est qu'il y a beaucoup en fait, de problèmes de capacité pour maintenir des projets de recherche qui sont pertinents et bénéfiques à tout le monde au final. Donc, justement, quand on parle des défis, c'est aussi intéressant pour nous de comprendre comment est-ce que, avec votre approche, donc à la fois de partenariat, où vous appuyez beaucoup sur, vous avez réussi à gérer, à piloter à la fois vos structures existantes, vos centres de santé, et à développer parallèlement des structures un peu plus dédiées à la gestion de la crise sanitaire Covid, parce que c'est aussi d'agilité qu'emmènent des ONG sur le terrain dans des situations de crise. Comment est-ce que vous avez géré ça? Oui, non, mais nous, c'est vrai que la gestion des crises sanitaires, c'est notre métier, en fait. Donc, nos équipes sont plutôt formées à ça avec des protocoles de prise en charge, de réactivité. Donc, la crise Covid, je trouve qu'Alima a très bien réagi. Nous, on avait une stratégie sur 2 piliers. Le premier pilier, c'était d'assurer le fonctionnement de nos hôpitaux. Il faut protéger les pédiatries et les maternités. Et le deuxième pilier, c'était de mettre en place des lits pour la prise en charge des patients atteints par le Covid. Donc, ça, c'était… On a mis en place dans 6 pays et on a pu mettre en place dans plus de 1000 lits d'hospitalisation. Souvent, il n'y avait aucun accès à l'oxygène. Donc, voilà. On n'a pas fait de lit de réanimation parce qu'on a fait l'impasse là-dessus. Trop compliqué. Oui. Donc, on s'est focalisé sur les soins intensifs parce qu'on savait qu'il n'y aurait pas le staff. Donc, c'est 1000 lits de soins intensifs dont je parle. Donc, par exemple, à Conakry. Donc, on a peut-être pris en charge des patients de certaines entreprises qui sont là aussi, parce qu'on a appuyé, parce qu'on sait que les gens sont débordés et on a sûrement bénéficié aussi de toutes les actions en commune, parce que c'est l'action, la collaboration est essentielle, donc on bénéficie des services de plein de gens. Et ça qui est intéressant peut-être de discuter et de voir un jour si on arrive à trouver des passerelles là-dessus, quoi. Mais premier point, c'était protéger les structures. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire avoir des circuits de prévention et contrôle des infections dans toutes les maternités et les pédiatries qu'on appuie pour protéger le staff et les patients, avoir tous les kits de désinfection dont vous avez entendu parler et comme l'ont dit les collègues précédemment, mettre en place des protocoles autres. Et après, comme ça a été présenté par Stéphane au début, effectivement, le diagnostic, c'est évidemment la clé dans tout le suivi des épidémies. Donc, que ce soit, on en parlait ce matin en réunion sur Ebola, tant qu'on n'a pas de diagnostic, on ne peut pas avancer, mais c'est le cas sur la Covid, sur le PALU. Donc, il y a à la fois les labos, qui est un gros investissement, mais aussi tout ce qui est le test de diagnostic rapide, où on a besoin de plus de recherche, parce que c'est ce qui fait vraiment la différence, les tests de diagnostic rapide aussi, sur les grosses épidémies. Donc, la complémentarité entre les deux est intéressante à réfléchir et à bien documenter. Encore 2 autres questions, Guillaume. J'ai celle de la problématique d'approvisionnement en oxygène. J'imagine que vous avez été confronté à ça et comment est-ce que vous avez quelle solution vous avez trouvé? Alors nous, c'est l'oxygène, c'est un médicament essentiel. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui est très peu approvisionné dans la plupart des hôpitaux où on fonctionne. On l'a vu, en général, il y a quelques hôpitaux dans des cliniques privées, dans 1 ou 2 CHU dans le pays où il y a un peu d'oxygène, et dans le reste, il n'y en a vraiment pas. Donc, c'est vraiment un gros gap. Et là, ça a été montré de manière très évidente.
Nous, on a une stratégie d'abord qui était sur travailler sur des concentrateurs d'oxygène. Hein, donc, c'est-à-dire qu'il fallait, c'est des outils qui fournissent un volume d'oxygène suffisant pour des soins intensifs. Après, on peut faire de la réanimation avec, mais on en fait un petit peu. Et après, là, justement, on essaie de développer des initiatives pour trouver des solutions adaptées aux besoins spécifiques du continent pour avoir justement des petites usines de production locale qui sont un peu autonomes, qui peuvent augmenter les capacités, mais aussi du personnel formé et aussi des protocoles, en fait. C'est qu'il faut aussi, pareil, là, avoir les oxymètres de pouls pour savoir le bon moment pour switcher là-dessus. Donc là, c'est tout un nouveau volet de recherche qui est très, très intéressant et très important. Ce qui est intéressant, c'est qu'une opportunité aussi. C'est-à-dire que grâce à cette crise-là, on a pu parler d'oxygène et donc ça va bénéficier aussi le renforcement de ces structures hospitalières à moyen terme. Enfin, j'ai aussi la question sur la vaccination, évidemment, parce que là, on a vu avec Stéphane un petit peu avant, justement, toutes les capacités, tous les enjeux qu'il y a à renforcer les capacités des laboratoires pour pouvoir faire un certain nombre de tests sur le génotypage, enfin, pour pouvoir identifier les variants qui circulent. Aujourd'hui, sur la vaccination, aujourd'hui, je crois que vous avez déjà vacciné plus de 100 000 personnes. Oui, voilà, nous, on vient en appui aussi donc, pour vacciner, parce qu'on sait que c'est la réponse ultime. Donc, on a l'habitude de faire des vaccinations de masse pour le rougeole, la méningite, avec plusieurs millions de personnes vaccinées quand il y a besoin. Et donc là, nous, on s'occupe vraiment de la logistique du dernier millimètre, j'allais dire. Donc, c'est vraiment l'injection dans le bras du patient. Donc, il y a des initiatives internationales que vous connaissez de COVAX, ou l'initiative de Africa CDC pour faire la pro, mais souvent, c'est livré en capital. Et après, il n'y a pas les moyens, les approches de communication, de ciblage pour toucher les bonnes personnes. Donc, on l'a vu dans certains pays où ils ont pu renvoyer des doses à cause de dates de péremption très courtes et de capacités de mise en œuvre. Donc, nous, on vient pour appuyer là-dessus. Donc, on a effectivement pu vacciner plus de 100 000 personnes. On se focalise sur des zones, des populations très vulnérables, type réfugiés, camps de réfugiés, ou zones très difficiles d'accès au nord Nigeria, au nord Cameroun ou en RCA, par exemple. Et évidemment, sur le personnel de santé, parce qu'il faut les protéger eux aussi en priorité. Mais c'est vrai qu'on a un gros déficit. Je pense que le directeur général de l'OMS l'a rappelé à de multiples reprises. On a un gros problème d'équité là sur l'approvisionnement pour le continent. Donc, on espère que ça va s'accélérer assez vite. Mais nous, en tout cas, on est en capacité de vacciner environ 1 million de personnes dans les 12 prochains mois, sans problème, dans nos 12 pays d'intervention. Voilà. C'est en matière de partenariat avec les entreprises. Aujourd'hui, vous avez, on parle en Guinée notamment de compagnies, beaucoup de compagnies minières, mais dans les autres pays, vous avez beaucoup de pays dans lesquels je vois, c'est soit des pays en conflit, des zones de conflit, d'extrême pauvreté dans ces pays. Enfin, les partenariats se font. Il y a de bonnes perspectives aujourd'hui pour vous par rapport à tous les défis qu'il faut relever. On est un peu au tout début de ça. C'était ça la discussion qu'on avait eue avec Étienne et Sandrine, de se dire justement il faudrait qu'on puisse développer des discussions avec des gens que ça intéresse, s'il y a des gens qui ont des points communs et des intérêts avec ce qu'on fait nous. On est, nous, une organisation assez agile et assez ouverte. Avec des ambitions justement de développement fort. On a une croissance de plus de 20% par an systématiquement. Comme je vous disais, on était 10 il y a 12 ans et maintenant on est 2500 et on continue en croissance. On pense, un impact qui est bénéfique pour l'écosystème au global. Et on est toujours ouvert à ça. Donc, il y a certains membres du SCIAN avec qui on a déjà travaillé et avec qui on espère travailler dans le futur, mais on est vraiment très intéressés par des nouvelles initiatives. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire, on fera tourner l'invitation. On aura une soirée de présentation à Dakar, à Paris et à New York le 7 décembre. Donc, s'il y a des gens qui veulent être invités, on transmettra ça. Mais c'est l'occasion de rencontrer à Lima aussi avec nos dirigeants et nos différents groupes. Mais on est très ouverts au partenariat s'il y a des gens qui veulent travailler. Au Palais de Tokyo. Donc, on a noté ça et je pense que la commission est un cadre pour ça aussi. Je pense que votre travail est vraiment impressionnant et je pense qu'on peut contribuer à le faire connaître à d'autres, à des entreprises, mais aussi à des bailleurs de fonds qui pourraient
qui pourraient soutenir ce que vous faites. Alors, merci Guillaume. Je ne sais pas si vous voulez ajouter un dernier mot sur vos perspectives dans d'autres pays dans lesquels vous prévoyez d'aller en 2022, où vous avez déjà beaucoup à faire sur les 12 qui sont là. Oui, on continue à ouvrir. On est en train d'ouvrir au Soudan, où il y a pas mal de besoins. Et après, c'est vrai qu'il y a des pays où il y a des besoins, comme je dis, la fièvre de Lassa, par exemple, au Nigeria, c'est vraiment endémique en Nigeria, oui. Là, il y a beaucoup de gens. Et après, on est sur trois fonds. On a un fonds urgence, un fonds recherche et un fonds de formation des talents. Et c'est ça vraiment les gaps qu'on essaie de soutenir pour augmenter l'impact et soigner le maximum de personnes dans ces zones-là. Merci beaucoup. Donc après les French Doctors, vous avez créé les African Doctors et avec un modèle qui moi j'aime beaucoup, qui correspond vraiment à ce qu'on aime faire aussi sur le terrain, c'est travailler avec des acteurs locaux, amener de l'expertise de partout, mais surtout s'assurer qu'on renforce les capacités locales. Merci Guillaume. Alors il y a une question dans le chat, on va prendre quelques questions. Je disais maintenant on va passer donc je remercie Guillaume, je ne sais pas si vous m'avez entendu. Et je disais qu'on allait prendre une question au moins dans le chat, j'en vois une, qui s'adresse à toi Stéphane sur la question de l'accessibilité au laboratoire. Alors les réseaux Cerba sont plutôt en zone urbaine dans la présentation que tu as fait, et je pense que oui, la question c'est comment Cerba permet l'accessibilité au laboratoire dans les zones rurales. Merci. C'est une question clé, effectivement, que j'avais prévu d'adresser. Alors, tout simplement, c'est juste, nos laboratoires centraux, nos plateaux techniques où on concentre la plupart de nos compétences et de nos équipements sont en zone urbaine, effectivement. Mais nous avons deux manières d'accéder aux populations qui ne peuvent pas venir dans les centres urbains ou périurbains. Donc, nous travaillons en collaboration avec, comme je l'avais dit tout à l'heure, les autorités publiques et nos partenaires privés également pour déployer en périphérie des villes des centres ou des primary care centers, des centres comment on appelle ça, d'aiguillage, ou alors simplement des centres de collection où les patients viennent pour se faire faire une prise de sang. Et puis, nous avons des équipements qui sont connectés, qui nous permettent d'analyser à distance et d'être en relation en temps réel avec le laboratoire. Et ça, c'est une innovation. Nous avons développé ce type de système avec une entreprise dédiée à ce projet. L'autre gros changement, les deux autres grands changements que nous déployons, c'est d'une part le concept de diagnostic center, de centre de diagnostic, où nous permettrons aux patients de venir à un endroit précis pour adresser ces deux grands besoins diagnostiques que sont le laboratoire et l'imagerie. Et enfin, et ça s'adresse essentiellement aux entreprises, nous sommes en train de proposer et de déployer une offre dédiée aux entreprises, faite de tests qui sont liés à la médecine du travail, faite de panels de dépistage et d'autres disciplines médicales liées à la prévention et à la médecine du travail. Et pour ce faire, nous avons des solutions mobiles avec de l'imagerie, avec du labo. Et donc, l'avantage, il est évident, c'est qu'on va vers le client, on va vers les employés et les patients, au lieu d'attendre que ces mêmes patients viennent à nous, ce qui représente toujours un problème dans les villes ou même dans les zones rurales. Donc ça, c'est une direction que nous prenons, à laquelle je crois beaucoup. Ça a été mentionné, quand on s'adresse à travers une entreprise, les entreprises utilisent ces solutions pour enrichir leur attractivité, pour améliorer leur attractivité par rapport à leurs employés. Et donc, on touche évidemment l'employé, mais toute sa famille. Donc, ça a un impact très fort et on travaille à ces solutions de mobilité. Vous faites ça en France ou en Afrique?
Je parle de l'Afrique. On est en train de déployer ces solutions en Afrique. C'est une boutade. Oui, mais c'est aussi ça peut être complètement innocente. Oui, non, mais ça peut être aussi une solution dans les déserts médicaux en France. Hélas, c'est ça qu'elle veut dire, je pense, oui. Bien sûr, en France, hélas, les contraintes réglementaires sont encore très fortes, donc on y travaille, mais. Oui, mais très clairement, Stéphane, c'est très intéressant ce que tu indiques, justement, cette stratégie mobile un peu hors les murs pour emmener le service au plus près des gens. On sait que dans les crises sanitaires, justement, où la circulation, les transports, etc., peuvent être bloqués, donc pouvoir avoir des solutions de diagnostic qui se déplacent vers les populations, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Et on voit que beaucoup de pays aujourd'hui demandent ce type d'intervention. Mais c'est une question qui fait une très bonne transition, justement, parce que j'avais envie de vous poser à tous, les panélistes, deux questions. La première, c'est qu'est-ce que vous pensez à partir des leçons qui ont été apprises de cette crise sanitaire, et on sait malheureusement qu'il y en aura d'autres à venir, même si toutes les maladies dont on a parlé, j'ai parlé en introduction, n'ont pas toute une capacité de se transformer en pandémie mondiale comme on a eu avec le Covid, mais qu'est-ce que d'après vous il faut, même localement, on l'a vu dans chaque pays, qu'est-ce qu'il faut réellement, selon vous, changer dans l'approche qu'on a eue jusqu'à présent dans la gestion des crises? Tu peux commencer. Oui, si tu peux. Si je peux me permettre, une des choses qu'on a constatées, qu'on a apprises durant cette crise, c'est faire en sorte que les autorités, faire en sorte que les liens entre le public et le privé soient beaucoup plus réactifs à travers le continent. Cette réactivité du lien public-privé dépend énormément de chaque pays. Et on a bien vu la complémentarité dans certains de nos pays. Ce lien, cette collaboration a été extrêmement rapide et très bénéfique in fine pour le patient. Et dans d'autres pays que je ne citerai pas, l'appel au privé reste parfois digne du tabou. Voilà, les autorités sanitaires publiques refusent de faire appel aux capacités privées. Et donc, il faut vraiment faire évoluer cette relation et la rendre beaucoup plus réactive et beaucoup plus productive, je pense. Absolument. On l'a bien vu dans certains pays sur la question des tests et même aujourd'hui encore sur la question de la vaccination. Voilà, c'est du régalien. Et à vous, pour le groupe Orange, Mariana, tu veux dire un mot? Moi, pour ma part, ce que je souhaiterais, c'est que certains pays européens entendent que l'Afrique peut être un exemple dans le cadre de notre expérience à nous. C'est vraiment ce que je défends, parce que mes collègues sur le continent africain ont été absolument remarquables, comme à chaque fois, avec une réactivité telle que j'en étais très désolée pour ce que je pouvais observer ailleurs. Et je pense que l'Afrique a beaucoup à nous apprendre. Donc, voilà, c'est ça mon témoignage. C'est très intéressant. Je pense qu'il faudrait encore mieux. Oui, je disais, en fait, ce que tu dis est vraiment important et il y a une vraie demande aujourd'hui. J'étais avec l'OIT, l'organisation, le BIT, le Bureau international du travail, et le Fonds mondial, et tout ce qu'on vient de dire là ce matin, cet après-midi, de la commission sur les bonnes pratiques, les retours au milieu de travail, tout ça quand même reste encore à documenter et à sortir des bonnes pratiques qui puissent être encore plus largement diffusées. On voit, je suis surpris de voir à quel point il y a encore une méconnaissance, peu de gens qui savent ce qui se fait, qui sont à la recherche. Donc, je pense que Mariana, avec toi, on a un vrai travail à faire là-dessus. Magnifique, je prends. En tout cas, j'insiste, vous l'avez vu, on l'a démontré une fois de plus, mais la collégialité aussi, donc différents domaines d'expertise doivent aller tous dans le même sens, et c'est ce qu'on s'astreint à faire, et on fait en bonne intelligence au sein de ce groupe, et ça, je veux le souligner également, parce que ça me semble très, très important.
Voilà. Et puis, enfin, cette crise, cette malheureuse crise, malgré tout, a également apporté de l'eau à notre moulin, à ce que nous disons, Gilles et moi, à longueur de temps, à savoir qu'il n'y a pas de frontière santé-sûreté. Trop souvent, on entend ailleurs que sur le continent africain, certains de nos collègues nous assurer qu'ils ne sont pas concernés par ce genre de risque. Donc, on ne va pas dire qu'on a but du petit lait, mais malgré tout, ça a été de l'eau à notre moulin pour rappeler que ce sont des problèmes qui peuvent toucher tout le monde, partout. Et que tout le monde doit, tout le monde, idéalement, avoir des experts dans ces domaines de la santé et de la sûreté et les écouter, les entendre, ça peut être utile. Pour compléter, pour rebondir là-dessus, je défendrai ma boutique, évidemment. Je pense que la sûreté et la santé doivent être systématiquement associées sur toutes ces problématiques. Peut-être qu'après, l'une des deux branches va s'effacer parce qu'il ne reste que l'autre domaine, bien évidemment, mais il vaut mieux partir fort en disant il y a peut-être un problème de sûreté et un problème de santé. En plus, il y a des réflexes qui viennent du monde de la sûreté qui peuvent être également utilisables. Et quand ce sont des crises de sûreté, en fait, les réflexes de la santé nous sont très utiles. Donc, je crois à cette collégialité aussi, évidemment. Et je pense que, retour d'expérience, il faut systématiquement partir sur les deux jambes en même temps. Et ensuite, on évolue ensemble. Et après, l'un ou l'autre domaine prend la main, bien évidemment. Là, en l'occurrence, avec la pandémie Covid-19, c'était une crise essentiellement sanitaire, comme je le disais. Mais est-ce que vous avez l'impression tous les deux, et ça, ce sera ma dernière question pour vous avant qu'on passe à Guillaume, parce que je voudrais avoir aussi son point de vue d'ONG humanitaire et comment dire, de praticien de la gestion des crises d'urgence. Est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même qu'il y a une prise de conscience qui se fait aujourd'hui en entreprise, particulièrement depuis l'année dernière, sur le sujet santé, qui était jusqu'à on faisait un peu le supplément d'âme, et qu'aujourd'hui on considère que c'est un élément un peu aussi important même dans certaines entreprises que les sujets comme la crise climatique, et que voilà, il y a une prise de conscience. Est-ce que vous voyez ça dans votre groupe ou de manière plus générale dans les entreprises, que ce sujet santé est remonté un petit peu en haut de l'agenda, ou on peut se parler franchement, on est entre nous. Oui, parlons vrai. On a beaucoup aidé à ce que ce soit le cas. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est important. C'est important. Le médecin du tandem dira que c'était une vaccination, un rappel de plus, et que des fois, il faut des rappels rapprochés et pas trop laisser de distance entre deux rappels. Je dirais oui, parce que je pense qu'à la fois au niveau des sièges, bien sûr, il y a ce travail de pédagogie, peut-être même voire de formation aussi à faire, d'accompagnement des entreprises sur ces sujets-là. Mais on le voit sur le terrain, hein, quand on parle aussi à des filiales, à des gens, à des directeurs de filiales qui, jusqu'à présent, quand même considéraient que ces sujets-là, c'était celui du médecin du travail et que ça n'est pas tellement le management. Aujourd'hui, je pense qu'il y a peut-être un petit changement qui est en train de s'opérer, y compris au niveau des filiales. Donc, merci en tout cas. Autre élément, en fait, on saisit toutes les opportunités. Alors, c'est triste à dire, hein, mais par exemple, les attentats terroristes en France en 2015 ont beaucoup aidé à cela aussi. C'est-à-dire que dès le début, c'était pour le coup de la sûreté, bien évidemment, mais avec une incidence sanitaire. Et dès le départ, on a dit il faut que les médecins soient dans la boucle. Parce qu'on va avoir soit des blessures, soit des décès, soit des catastrophes psychologiques. Soit des séquelles psychologiques. Toutes ces dimensions-là que nous prenons en compte. Et quel que soit le premier intervenant, si c'est Mariana, elle dit il faut que la sûreté soit présente. Si c'est moi qui interviens, je dis il faut qu'on parle aussi avec les médecins. Voilà. Donc, ceci se met en place. Il faut forcer un peu la main pour parler vrai. Mais en tout cas, ça commence à rentrer vraiment dans les mœurs. Merci à vous deux. Et puis enfin, on va finir terminer avec Guillaume sur justement du point de vue de la perspective d'une ONG comme Alima, s'il y avait des choses à changer dans l'approche sur le terrain, une ou deux recommandations en tout cas à faire, puisqu'on parle aussi à des ministères de la Santé, on parle à des organisations internationales comme le Fonds mondial. Voilà, donc c'est aussi important d'avoir des messages un peu forts à faire passer sur les leçons apprises et puis surtout les recommandations. Ouais, moi, si j'avais un message, c'est de bien investir et de bien évaluer dans les capacités de réponse en urgence.
C'est-à-dire que ça coûte beaucoup moins cher de répondre vite. Chaque journée peut être très coûteuse en fait en urgence. On le voit sur différentes épidémies. Mais sur une épidémie de choléra, vous pouvez avoir un doublement des cas en quelques jours. Donc ça veut dire que vous commencez la semaine à 10 lits, il faut être capable de la finir à 80. Et si ça continue, c'est vraiment très dur. Et là, sur la Covid, c'était un peu le cas. Là, on l'a vu sur les variantes Delta quand ça a tapé dans des villes. Si vous intervenez dans 4 semaines, c'est trop tard. En fait. Donc il faut bien être conscient qu'on a besoin de capacités d'urgence pour répondre et pour bien le faire. Donc, plus on répond vite, plus on a un impact sur la propagation de l'épidémie. Et donc, on va gagner un moment. Le problème, c'est que nous, on a répondu, par exemple, à 2 épidémies d'Ebola là, cette année en Guinée. On a répondu très vite. Donc, on espère avoir eu un impact sur la propagation, mais personne vient nous féliciter pour dire c'est génial. Non, par contre, si vous le faites mal, on va vous critiquer. Ça, c'est un non, on ne critique pas, mais voilà, c'est un peu le lot. Ça ne paye pas, comme on dit. Ça ne paye pas, voilà. Donc, il faut qu'on ait un calcul un peu plus rationnel et structuré en se disant, voilà, quand on a besoin de stabiliser ou d'avoir un environnement fiable, bah, il faut s'assurer qu'il y a une capacité de réponse sur certaines urgences. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. On l'a vécu, là, je ne sais pas l'impact, vous en parliez de la crise sur le PIB global du continent, mais c'est des choses catastrophiques. Il y a peu de capacité de relance, donc ça va plonger plein de gens dans la pauvreté avec des difficultés de remontée. Et c'est la même chose on l'avait vu sur Ebola. Sur Ebola, à la fin, ça avait fini chapitre 7 des Nations Unies quand même. Enfin, là, ça la paix et la stabilité internationale. Hein. C'était la demande du ministère de la Défense au Nigeria, donc c'était à la fin les armées qui sont entrées, mais c'est des choses qu'on doit pouvoir anticiper. On connaît les faiblesses, mais on fait comme si ça va passer à tous les coups. Et en fait, donc c'est pour ça, pour répondre, il faut 3 choses. Hein. Il faut de la préparation aux urgences, c'est du staff qui est déjà un peu disponible et formé. C'est du matériel d'urgence qui est déjà prépositionné et qui est déjà adapté avec des kits d'urgence. Ça, c'est des choses qu'on sait faire. Et c'est des fonds d'urgence disponibles en moins de 24 heures qu'on peut déployer sur le terrain. Et comme ça, au moins, on a une première réponse rapide pour faire ça. C'est en fait la capacité à intervenir très vite, quoi. C'est la capacité de réaction qui fait la différence finalement entre le moment où on détecte, voilà, pour éteindre le feu le plus rapidement possible avant qu'il s'embrase. On va terminer sur ces mots-là. Je vous remercie encore tous. Vraiment, j'ai encore appris beaucoup de choses avec vous et j'espère qu'on aura de beaux contenus à partager. Donc, vous nous autorisez évidemment, j'imagine, à partager les supports que vous nous avez communiqués. Je vous donne rendez-vous à l'année prochaine pour de prochaines commissions santé. Et je ne sais pas, Étienne, je te vois là. Tu es resté silencieux, tu n'as pas dit un seul mot. Je veux bien te passer la parole pour que tu dises un petit mot, pas de conclusion, parce que ce travail-là n'est jamais terminé, mais au moins que tu nous livres quelques… On ne t'entend pas. Oui, mais parce que je ne parlais pas là, parce que si tu as fini, donc, moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter, sauf que j'ai trouvé tous ces témoignages très, très intéressants et je remercie tous les participants. Simplement, on se posait une question avec Sandrine, donc pardon si ce n'est pas une conclusion, c'est plutôt une question. Tout ce focus, ce poids qui a été mis sur la lutte contre la Covid, a-t-il impacté les traitements sur les grandes maladies, et notamment les maladies transmissibles en Afrique, ou pas transmissibles d'ailleurs, je pense à la tuberculose, mais aussi quand même au palu. Au diabète, à d'autres maladies. Voilà. Et est-ce que du coup, l'air de rien, ça a dégradé le traitement ou la motivation de ces autres maladies? Excellente question. Et celle-là, c'est une très bonne question, effectivement. Il y a eu un impact de notre point de vue, du point de vue des spécialistes diagnostiques que nous sommes. Il y a eu un impact négatif et un impact positif. L'impact négatif vient du fait que, hélas, en Afrique, les patients payent de leur poche, la plupart, 85%, payent de leur poche. Donc, depuis 1 an et demi, ils ont dû choisir entre un test Covid ou un test autre pour répondre à un besoin plus régulier. Ça, c'est l'impact négatif. L'impact positif, que
que j'y vois, c'est que les laboratoires, et qu'ils soient privés ou publics, se sont équipés avec ce fameux équipement que tout le monde connaît dorénavant, la PCR, qui sera ensuite réutilisé pour toutes les autres maladies infectieuses, puisque c'est un outil qui détermine la charge virale. Donc ça, c'est l'impact, à mon avis, positif. Et on voit un effort à cette occasion-là, un effort d'internalisation de la capacité de diagnostic qui bénéficiera aux patients africains. C'est réutilisable pour autre chose. Donc, il faut espérer que ça va contribuer à ce renforcement de capacité qui va bénéficier à d'autres maladies, effectivement. Absolument. Mais quand même, on a vu, Étienne, pour répondre en partie à ta question, il y a au moins le Fonds mondial qui a produit un rapport sur les 3 principales maladies, VIH, tuberculose, paludisme, qui montre très clairement que le Covid a très négativement impacté la continuité des programmes. Il y a des programmes qui ont été à l'arrêt. On n'a pas pu faire des tests de dépistage dans certains pays pour détecter de nouveaux cas de VIH. Le palu a peut-être un peu moins souffert, mais au moins au début, les campagnes de distribution de moustiquaires n'ont pas pu se faire dans beaucoup de pays. Et pour la tuberculose aussi, il y a beaucoup de. C'est un sujet de préoccupation qui reste. Donc, c'est vraiment une question qu'il faut continuer à regarder et se dire qu'il y a maintenant un rattrapage et une relance à faire de ces programmes. Ça va revenir. Certains pays ont été à l'arrêt. Ça va revenir. Je préfère rester sur le point positif. Parce que moi, je ne savais pas que c'était du matériel pour les tests PCR, une machine qui peut être réutilisable, si je comprends bien, ça je l'ignorais. Absolument. Et donc maintenant, ils sont sur place et j'espère qu'il n'y a pas trop de sujets de maintenance, parce que souvent, ça c'est la difficulté en Afrique, que ça marche, que ça peut être utilisé durablement. Et donc ça, c'est peut-être que toute chose malheur est bon, ça va peut-être se transformer par un phénomène positif après, pour d'autres détections. Et il y a probablement aussi une accélération des systèmes d'information et tout ce qui est l'appui sur les nouvelles technologies pour le digital aussi, oui. Pour un suivi. Il y a des opportunités, effectivement. On l'avait dit sur l'oxygène, par exemple. Une fois qu'on a commencé à équiper, après, il faut pouvoir maintenir l'effort. Après, il faut voir aussi qu'on a une très mauvaise visibilité. C'est-à-dire que la surveillance, comme ça a été dit, et le diagnostic du nombre de cas de mortalité associée est largement sous-évalué et on va avoir du mal à savoir exactement ce qui s'est passé dans plein de pays. Mais nous, on l'a vu sur le paludisme aussi, sur les tests de diagnostic rapide, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont switchées vous ne pouvez plus acheter de tests de diagnostic rapide palud. Donc, il y a parfois des effets d'éviction et puis il y a des effets aussi… Là, par exemple, sur tout ce qui est malnutrition aiguë infantile, il y a une très grosse crise au nord du Nigeria et il n'y a aucun bailleur, aucun acteur qui se mobilise parce qu'on n'a pas le temps, quoi. Donc, il y a une bande passante qui est occupée par d'autres crises et qui se au détriment d'autres crises qui sont devenues… Donc ça, il faut être vigilant là-dessus, c'est une très bonne question. OK. Ben, écoutez… Merci à tous. Voilà, merci à tous. Et puis, encore une fois, la vidéo, là, c'était très bien d'avoir l'enregistrement, les contenus. Et puis, je pense que c'est un sujet, je ne peux pas dire qu'on arrive à une conclusion, mais on arrive à une étape. On peut voir quand même que il y a quand même une expérience, un effet d'expérience quand même que je vois sous le terrain, dans la capacité qu'ont les gens à gérer les crises sanitaires et à s'organiser. Le secteur privé, les ONG ont joué un rôle vraiment très important. Je crois qu'on n'a pas terminé de documenter toute cette contribution et donc tout ce que vous avez dit aujourd'hui confirme que on a encore beaucoup de choses à faire là-dessus. Donc, merci à tous. À très bientôt. Merci à tous les panélistes parce que ton micro demande pitié, demande grâce. Oui, il commence à être un peu… Donc, je il commence à sauter. Puis je vois que la bonne passante… Stop, fini la réunion. Et puis, je vois que la bonne passante est de moins en moins passante. Donc, je vais vous… Allez, à très bientôt. Donc, au nom d'Éric, on vous transmet nos remerciements à tous. Merci. Allez, au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. À très bientôt. Salut Eric et merci à toi aussi. Ouais.